Bonjour à tous. Le document que je vais vous présenter, c'est un manuscrit que j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Il est conservé là-bas depuis la Révolution française. Auparavant, il appartenait à l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il est arrivé dans la collection de l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés en 1755. Auparavant, il appartenait à la famille Harlay. La famille Harlay, c'était une famille de membres très influents du Parlement de Paris. En fait, ce manuscrit, c'est un dossier. C'est un dossier composé de 3 pièces. Alors, là, vous avez la première page de la première pièce. En fait, c'est un appel qui est adressé au roi pour coloniser les terres neuves. Cette première pièce se termine par à Paris le, et ensuite commence la deuxième pièce du dossier, qui est en quelque sorte une annexe de la première pièce. Et dans cette annexe, il y a une présentation des 4 sites qui sont susceptibles d'accueillir une colonie française dans l'Amérique du Nord-Est. La troisième pièce, c'est un document qui a sa propre couverture, c'est une autre annexe qui précise la première pièce, et ce document il est entièrement consacré à la possibilité de conquérir, je cite, l'empire de Guyana, appelé le Dorado, donc un territoire du nord de l'Amérique du Sud. Quelle est la, qui est l'auteur, quelle est la date de ce document d'abord? Il y a aucune date précise, mais il y a des indices qui nous permettent de dater le document du début de l'année 1603. Qui est l'auteur de ce document? Ce document, il n'est pas signé, mais là aussi, il y a beaucoup d'indices qui permettent de croire que ce document a été écrit par Samuel de Champlain, et qu'il est même écrit de la main de Samuel de Champlain. Voilà, vous avez ici, vous avez un petit extrait. Vous remarquerez que d'abord l'écriture est très lisible. Les lettres sont bien dessinées, sont très arrondies. L'écriture, elle est penchée vers la droite. Alors, les éléments graphologiques qui sont intéressants sont d'abord les L. Regardez, la hampe du L se termine par un trait horizontal. C'est la même chose pour par exemple, d'autres lettres, comme par exemple le D. Regardez le D de 12e ici. La hampe se termine également par un trait horizontal. Les Q sont intéressants, ainsi que les P, parce que les jambages des Q et des P se terminent par aussi un trait horizontal. Jusque, regardez ici, et cap, par exemple, vous voyez le P, le jambage se termine par un trait horizontal. Alors, ces éléments graphologiques m'ont fait penser à un document qui est finalement le seul manuscrit jusque-là connu de Samuel de Champlain. C'est sa fameuse carte de l'Acadie qu'il a terminée en 1607, et cette carte est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Sur cette carte, il y a un cartouche avec quelques lignes écrites de la main de Samuel de Champlain, et on retrouve des lettres arrondies, des lettres bien formées, une écriture penchée vers la droite, et là aussi on retrouve des hampes et des jambages qui sont intéressants. Regardez le D aussi, la hampe se termine par un trait horizontal, là pour le mot D. Vous avez le L, ici pour il. Le L se termine aussi par un trait horizontal. On retrouve les jambages intéressants, ce sont les P. Regardez, description, le P, le jambage du P se termine par un trait horizontal. Et donc ça nous rappelle tout à fait les caractéristiques du document conservé à la Bibliothèque nationale. Vous avez ici les deux extraits qui sont mis côte à côte, et les similitudes d'écriture sont quand même assez frappantes. Alors, ce document, il contient beaucoup d'éléments sur la géographie de l'Amérique du Nord. Je prends l'exemple de la rivière du Saint-Laurent. Dans le document, le Saint-Laurent est appelé la rivière
d'Hochelaga. Alors ça, c'est une forme intéressante. On a l'habitude, depuis l'époque de Jacques Cartier, on a l'habitude d'appeler le Saint-Laurent la rivière d'Hochelaga. Et cette forme Hochelaga, alors comment peut-on l'expliquer? Eh bien, c'est un indice qui tend à montrer que le Samuel de Champlain, en décrivant ce document, eh bien, il a pu collecter des informations auprès de marins normands, et en particulier de marins du pays de Caux, de la région de Dieppe, parce que dans cette partie de la Normandie, eh bien, le che se prononce que, une vache se dit, c'est une vaque, fauché, ça se dit fauqué. Et donc là, ça c'est un indice intéressant sur l'origine des informations qui sont contenues dans le document. Alors, dans ce document, on peut lire que le Saint-Laurent, c'est la plus grande rivière du monde. On peut lire aussi qu'elle fait à peu près 2000 lieues françaises de longueur, c'est-à-dire à peu près 8000 km. Alors là, bien sûr, l'auteur exagère et il imagine un continent nord-américain beaucoup plus grand qu'il ne l'est réellement. Alors, le Saint-Laurent, eh bien, il prend sa source dans un lac qui s'appelle le lac de Zoubkara, un lac salé, donc situé dans l'ouest du continent américain, un lac à partir duquel sort une rivière qui s'appelle la rivière de la Gada, qui va se jeter dans la mer donc Vermeille, qui est en fait le golfe de Californie. Et donc le texte précise que même d'ailleurs ce serait une route possible pour aller en Chine. Ensuite, le Saint-Laurent, eh bien, il quitte le lac de Zoubkara pour longer les montagnes de Zouala, et il va ensuite traverser une série de lacs, le lac d'Avakal et aussi le lac d'Angoulême. Lac d'Angoulême, au bout duquel, vers le sud-ouest, il y a une belle rivière semblable à la Seine qui sort des monts d'Apalchem, riches de mines d'or et d'argent. Et le texte précise aussi, alors il y a un passage très intéressant qui dit « Davantage, comme j'ai dit ci-dessus, nous pourrions aller au Cathay et à la Chine avec plus d'aisance et de sûreté que par autre route, parce que nous aurions garnison dans l'île d'Avakal et une autre dans celle de Conibas, duquel lieu nous ferions le voyage en juillet ou août par la mer du Nord dans 1 mois ou 6 semaines sans difficulté. » Donc l'auteur dit que par le Saint-Laurent, on peut, et en particulier par le lac d'Avakal, qui est traversé par le Saint-Laurent, on peut accéder au lac de Conibas, et ce lac de Conibas permet d'accéder à la mer du Nord. Et donc, par le Saint-Laurent, le lac d'Avakal, le lac de Conibas et la mer du Nord, eh bien, on pourrait très facilement accéder à la Chine. Alors, tous ces renseignements géographiques, on peut les retrouver sur les cartes de l'époque. Alors là, ici, j'ai une carte ancienne sur laquelle on retrouve donc le lac. Vous voyez le lac de Zoubkara ici, donc dans le lac de Zoubkara, d'où sort une rivière qui s'appelle la rivière de la Gada, et rivière de la Gada qui se jette dans la mer Vermeille, c'est-à-dire le golfe de Californie. Ça, c'est une information qui se trouve aussi dans le document que j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale. Le Saint-Laurent, il est représenté ici, donc on le voit longer les montagnes de Zouala. Il traverse la région d'Avakal. Hein, et alors ça, c'est une carte qui date de 1600, qui a été publiée à Amsterdam et qui est due à un cartographe anglais, Benjamin White. Et on retrouve aussi d'autres informations sur une autre carte. Alors ça, c'est une carte de 1598 qui a été publiée par l'anglais Richard Hakluyt. C'est une carte qui a été dessinée par Edward White, un grand cartographe de la fin du XVIe siècle. Et on voit 2 lacs, hein, donc 2 lacs qui communiquent. Donc celui-ci avec une île et celui-là. Et donc là, ici sur la carte, c'est le lac il s'appelait lac
de Tadoussac, mais on peut faire un rapprochement avec le lac d'Avacal. Et en fait, ce lac d'Avacal, dont parle le Champlain dans le manuscrit que j'ai retrouvé, c'est très probablement le Saguenay. Et alors, donc, vous voyez, ce document, il contient des informations géographiques qui sont particulièrement intéressantes. Et dans la deuxième pièce du dossier, il y a 4 sites qui sont sélectionnés pour l'établissement d'une colonie. Alors, ces sites, où se situent-ils? Ben, on les retrouve sur les cartes anciennes de l'époque, et en particulier sur cette carte, qui est une carte espagnole, qui a été dessinée par Diego Gutiérrez et qui a été publiée à Anvers en 1562. Alors, le manuscrit de la Bibliothèque nationale, il évoque tout d'abord comme site pour l'implantation d'une colonie, cet endroit qui s'appelle la baie de Sainte-Marie. En fait, ça correspond à la baie de Chesapeake. Deuxième site possible, c'est la rivière de Bonne-Mère, hein, et Buena-Madre sur la carte. Alors ça correspond à peu près à la rivière Kennebec dans le Maine. Le manuscrit de la Bibliothèque nationale, il donne les longitudes et les latitudes de ces endroits. Vous avez le troisième site, le troisième site, c'est celui-ci. Il est intitulé la rivière de Norumbeg, appelé des Français le port de refuge. Alors ça correspond à la baie de Saco dans le Maine. Et dernier site, eh bien, c'est ce que le document appelle la baie française. Et ça, on peut la rapprocher du Rio de la Gamas, qui apparaît sur la carte espagnole, et ça correspondrait à peu près à la rivière Penobscot. Voilà, donc ça, ce sont les 4 sites privilégiés par Samuel de Champlain pour l'installation d'une colonie. Alors, en 1603, Samuel de Champlain, il est très proche d'Aymar de Chastes, qui est le gouverneur de Dieppe. Aymar de Chastes, il est au début de l'année 1603, il est nommé par le roi Henri IV, lieutenant général en Nouvelle-France, et il prépare l'installation d'une colonie en Amérique du Nord. Alors c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'expansion maritime, par la découverte de nouvelles terres. Il habite à l'emplacement de la maison qui se trouve ici sur la photo. La maison d'Aymar de Chastes, elle a existé jusqu'en 1694, et en 1694, elle a été détruite lors du bombardement qu'a subi la ville de Dieppe. Cette maison, c'était une maison en bois, et elle avait appartenu auparavant au célèbre armateur dieuppois Jean Angot. Et c'était une maison qui avait été construite dans le port de Dieppe, au bord d'un quai du port de Dieppe. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. C'est le quai qui s'appelle le quai Henri IV. Et donc, Aymar de Chastes, très facilement, quotidiennement, avait des contacts avec les marins et les capitaines de Dieppe. Dieppe, qui était un port français très important à cette époque-là. Dieppe, c'était aussi un centre cartographique très important. Il y avait à Dieppe, à l'époque d'Aymar de Chastes et de Champlain, il y avait un cartographe important qui s'appelait Guillaume Levasseur, qui habitait à Dieppe en 1603, il habitait rue Saint-Jean, et on lui doit une très belle carte de l'Atlantique qui est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France, et c'est une carte qui a été achevée à Dieppe en 1601. Alors, elle contient beaucoup d'informations sur le littoral de l'Amérique du Nord-Est, et on peut penser que Samuel de Champlain a eu des contacts étroits avec Guillaume Levasseur. Donc ce document qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, c'est un document qui est extrêmement intéressant. D'abord, c'est le seul manuscrit de Champlain qui est parvenu jusqu'à nous, alors mis à part la carte manuscrite de 1607 qui est conservée
conservé à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Bon, ce document, il montre l'ampleur du travail de documentation qui a été fait par Champlain avant son premier voyage dans la vallée du Saint-Laurent, justement durant le printemps et l'été 1603. Et ce document, il nous montre aussi que Champlain s'est intéressé très tôt à la recherche de la route vers la Chine à travers l'Amérique du Nord. Et enfin, ce document, il nous montre aussi l'importance jouée par le gouverneur de Dieppe et Marc de Chasse dans la formation du jeune Champlain. Voilà, c'est un document qui est très intéressant. Il ne vous reste plus maintenant qu'à le lire et vous pourrez le trouver dans le tome 1 des œuvres complètes de Champlain que j'ai publié en 2019 à Québec aux éditions du Septentrion. Merci.